Alexandre Doulut est historien, chercheur, spécialiste de l'histoire de l'internement et de la déportation des Juifs en France. Lundi 17 février 2025, il présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel ouvrage « La déportation des Juifs de France, changement d'échelle », publié aux éditions du CNRS, lors d'une rencontre organisée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et animée par Maurice Lugassi. Donc on est très heureux à Ombre Blanche. Alors je pensais voir du monde Ombre Blanche, mais c'est bien, ils nous ont laissé les clés, on peut faire ce que l'on veut. Donc nous sommes très heureux de recevoir Alexandre. Alors Alexandre Doulut, ouais, qu'importe. Mais Alexandre Doulut, peut-être vous le connaissez pas, et pourtant, de nombreux ouvrages, au moins une dizaine au moins, il faut ici, avec des ouvrages soit en solo, soit avec des belles signatures. Lucien Lazare, Serge Klarsfeld, ton mentor. Et puis, j'espérais la voir aujourd'hui, Sandrine. Elle est déjà mariée. Elle est mariée. Bon, Sandrine Lebeau t'accompagne. Et chaque fois, c'est des ouvrages qui marquent. Chaque fois, c'est des ouvrages qui sont très recherchés dans le monde universitaire. Et quand j'en ai parlé à Christian, il me dit, bon, mais c'est qui? C'est qui? Non, vous allez... Enfin, en fait, Alexandre Doulut est l'un des plus importants spécialistes de la Shoah en France, à la fois les déportations, les camps d'internement, de tout ce qui a pu se dérouler. Tu as consulté quasi intégralité des archives. En tout cas, ça n'arrête. Non, en tout cas, les archives pour Paris, ça oui. Et puis tu as l'honnêteté de dire que pour les régions, il faudrait faire ceci et cela. Et donc, on l'attendait, cet ouvrage, nous l'attendions. Laurent Joly l'avait annoncé, puisque c'est le résultat d'une thèse qu'il a validée, qui a été validée là encore par un beau jury. Bref, on va rentrer dans ce livre. Mais Alexandre Doulut, en tout cas, vous allez voir, et j'espère que vous en entendrez parler, parce qu'on a toujours les mêmes historiens à la télé, et c'est dommage qu'on ne te consulte pas davantage, et vous verrez très vite pourquoi. Alors, ce bouquin... le titre, la déportation des Juifs de France, changement d'échelle. Bon, déportation, mais pourquoi ce changement d'échelle? Alors, tu vas rire, mais le titre n'est pas de moi, c'est mon directeur de thèse qui s'appelle Denis Péchanski, à qui j'avais soumis ce projet il y a assez longtemps, en lui expliquant que je m'étais lancé dans une histoire régionale, on va dire, comparée de la Shoah en France, dans les villes, les départements, les régions, parce qu'il y a assez longtemps, comme tu disais, j'avais commencé à voir en dépouillant des archives de ci, de là, que la situation n'était pas la même partout, et du coup, beaucoup de personnes avaient une idée partiellement fausse de ce qui pensait s'être passé chez eux, ou inversement, ce qu'ils pensaient connaître du cas parisien. Donc c'est comme ça que je me suis embarqué là-dedans. Alors tu as raison, j'ai vu beaucoup d'archives, mais... le but de ce bouquin aussi, c'est d'essayer de susciter des vocations pour des personnes courageuses qui se lanceraient dans les archives locales. Dans les archives locales, sachant que le local, c'est aussi l'histoire nationale. Et là, ce que tu montres parfaitement, c'est ces liens, ces interactions de Drancy à Rivesaltes, de Rivesaltes à Gurs, ou dans tous les sens. Alors, j'ai essayé de donner un cadre, en fait, et au bout de quelques années, il y a quand même, allez, on va dire, 4 cas un peu emblématiques qui se sont dégagés. Le cas parisien, alors, je dis Paris, mais il faudrait parler du département de la Seine, département qui a disparu dans les années 60, et donc qui est devenu Paris, plus les petites communes de la petite couronne. Je me suis aperçu que dans les autres villes et départements de zone occupée, donc qui est très grande, ça va de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à
jusqu'aux Ardennes, etc. Je me suis aperçu que l'histoire n'était pas la même, dans les rafles en particulier. Donc la zone occupée, le reste de la zone occupée, c'est un deuxième modèle. Le troisième, c'est bien sûr le nôtre, la zone sud. Et le quatrième cas qui est connu des spécialistes ou de certaines familles, c'est la zone d'occupation italienne, qui était donc une partie de la zone sud, qui est devenue sous domination italienne après le 11 novembre 1942. Et à côté de ces 4 cas d'école, il y avait de ci, de là, une foultitude de cas particuliers, selon que les Allemands aient eu ou pas la main brutale contre les Juifs. Ou quelquefois, c'était des événements très très particuliers, comme ce qu'on appelle l'action Bremer en Dordogne, qui n'est pas si loin d'ici, qui a occasionné des centaines de morts et de déportations. Donc c'était vraiment donner un modèle pour toutes les personnes justement qui s'intéresseraient à l'histoire de chez eux. Alors justement, on a ce tableau national, et quand on parle de tableau, on a à la fois des statistiques, des camemberts, on a beaucoup de chiffres, et j'ai envie de dire, heureusement, pour moi en tant que lecteur, on a aussi ces destins de personnes. Donc on a à la fois une étude très générale, très précise et numérique de ce que furent les déportations selon les périodes, et nous allons en parler, mais nous avons aussi des hommes et des femmes. Alors tu n'as pas voulu le dire, mais il y a sans doute trop de chiffres. Non, il n'y en a pas trop. Non. Mais il les fallait. Non, il est faux. Il n'y en a pas trop, et c'est hyper utile. Ben en fait, c'était ça. Quand Laurent Joly m'a demandé de transformer mon mémoire de thèse en livre, c'était vraiment dans l'idée de faire un manuel, à la fois pour les profs, mais pour tout passionné d'histoire. Et les chiffres, malheureusement, il y a quand même souvent des historiens qui se contentent de choses un peu impressionnistes. Bon, on va revenir sur la méthode et comment j'ai pu constituer ces chiffres, mais ça aurait été absurde de ne pas publier les chiffres que j'avais moi dans mes tableaux. Oui, et puis, tu vois. Justement, Laurent Joly, dans son ouvrage, il cite quelques chiffres, mais c'est très général. Toi, tu es dans un découpage géographique beaucoup plus précis. Ce qu'avait commencé à faire Serge Klarsfeld dans Vichy et les Juifs. Sauf que tu reviens sur ces chiffres. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit l'histoire est une science qui évolue. Et là, il faut... Alors, je vais prendre un cas particulier, si tu veux, Maurice. Effectivement, il y a des chiffres qui circulaient jusqu'à présent, par exemple, sur la rafle du billet vert, alors qui ne nous concerne pas dans notre région, mais c'est donc cette rafle d'hommes juifs, polonais et tchèques, le 14 mai 1941 à Paris, sur convocation. Qu'est-ce qu'on disait jusqu'à présent dans les livres, dont celui de Serge Klarsfeld, c'est 3700 hommes ont répondu à la convocation, ont été amenés à Bonne-la-Rolande et Pithiviers, et la plupart déportés. Moi, ce qui m'embêtait, c'est la plupart. Du coup, comme toutes les autres rafles que j'ai pu étudier, il m'a fallu à chaque fois constituer une base de données, donc avec 3700 noms, donc c'est les registres de Bonne-la-Rolande, de Pithiviers, tout un tas de trucs. Et un par un, c'est de voir ce que chacun devient, et donc combien y a-t-il à l'unité près, quand c'est possible, de déporter. Tu vois, et cette petite nuance entre la plupart et le chiffre exact, ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup de dépouillement et de saisie. Quoi. Il y a à la fois beaucoup de dépouillement, de saisie, et puis derrière chaque à peu près, on a des noms. Ce sont des personnes, quoi. Alors, tu as raison, j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question. Oui, alors ça, c'était pour ne pas faire un livre parfaitement imbuvable. Et effectivement, ça, c'est insupportable quand il n'y a que des chiffres et des dates. C'est l'excès inverse, c'est pas bon non plus. Donc là, je suis obligé de parler de ma méthode pour en arriver à ces cas particuliers. En fait, j'ai bien sûr fait une recherche d'archives tout à fait classique. Mais il y a 15 ans, Serge Klarsfeld m'a donné une version, un tableur Excel de son mémorial des 76 000 déportés. Et à partir de quoi, moi, j'ai ajouté tout un tas de colonnes, et beaucoup de colonnes, avec tous les renseignements qui manquaient, quoi. Tu vois, l'origine, la provenance, qui est l'auteur de l'arrestation. Du coup, quelquefois, il arrivait que pour certaines personnes, j'ai beaucoup d'infos. Parce que j'avais dépouillé beaucoup d'archives sur celle-là.
Et c'est pareil, quoi. Autant faire profiter le lecteur et la lectrice de cette profusion d'infos. Mais dans ta méthode aussi, il y a non seulement le tableau Excel, mais et les archives qui vont donner de l'épaisseur à ce tableau, de la profondeur, mais aussi, enfin, peut-être que tu le ressens moins dans ton texte, mais moi ce que je ressens dans ton écriture, ce sont les centaines d'interviews que tu as faites. Alors, t'es gentil d'en parler. Alors, ça apparaît... Alors, je vais expliquer un peu. Ouais. Ça fait quelques années que pour le mémorial de la Shoah, j'ai été missionné pour enregistrer avec une caméra et un ingénieur du son. Jimmy. Voilà. Toutes les personnes juives qui ont connu la guerre et qui ont des souvenirs. Alors, Maurice m'a aidé ici à Toulouse, largement. Ces témoignages, je les ai peu cités dans ma thèse, mais c'est sûr que ça me donne une idée, en fait, de ce que sont devenus ceux qui n'étaient pas déportés, justement. Et ça, c'était un peu en filigrane. Ça n'apparaît pas complètement, mais je pense avoir du coup, parce que 1000 personnes, c'est quand même pas rien, une bonne idée de soit du hasard, soit des stratégies déployées par toutes ces personnes. En tout cas, je crois connaître aussi à peu près bien les conditions de la survie en France après avoir étudié les conditions des arrestations. Donc, prochain ouvrage, les conditions de la survie. Pourquoi pas? Qui serait plus compliqué, hein? Toi qui es historien de la résistance, c'est un peu la même difficulté. Oui, là, on n'a plus d'archives. Exact. On n'a plus d'archives. On a les témoignages uniquement. Donc, maintenant, les grandes lignes. Les grandes lignes, on a ce débat permanent, permanent parce que politiquement instrumentalisé, juif français, juif étranger. Là encore, tu fais cette démonstration que finalement, il n'y avait pas de distinction pour le régime de Vichy. En tout cas, à une certaine période. Alors, si, il y en avait quand même, mais c'est vraiment à nuancer énormément, tu as raison. Si on parle de rafle, pour vous la faire courte, oui, en zone libre, en zone sud, la police française n'a arrêté que des apatrides et des étrangers. À Paris, pareil. Le préfet de police s'est refusé à arrêter des Français. Dans des rafles, attention, le terme de rafle est vraiment capital. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans le reste de la zone occupée? Il y a plusieurs exemples en 1944, lorsque chaque chef de la Gestapo régionale reçoit le même ordre, à savoir maintenant, vous arrêtez les derniers juifs. Il ne doit plus y avoir de juifs chez vous. Effectivement, il n'y en a plus après. Dans 3 régions, dans 3 préfectures régionales, Bordeaux, Poitiers et Dijon, c'est bel et bien la police qui là a procédé au rafle. Donc, il y a bel et bien de vrais exemples de rafles en France, mais seulement en zone occupée, de juifs français par des policiers français. Il y en a environ 1000 sur les 2500 des rafles de cette période de l'hiver 44. Ce qui est vraiment compliqué pour résoudre cette question, c'est de bien voir que ils ont navigué à vue tout le temps, que ce soit Bousquet et Laval. Soi-disant au départ, avec une position de principe, on déporte, on livre aux Allemands les juifs étrangers apatrides, et soi-disant, on ne touche pas aux Français. Mais très vite, dès l'année 41, finalement, il y a des contre-exemples. La police française, dès la deuxième rafle, celle d'août 41, qui est voulue par la Gestapo et organisée par la police, il y a 40% de juifs français. Donc quand tu fais vraiment le tour de l'histoire, tu te rends compte qu'il y a une soi-disant position de principe et des contournements qui sont réguliers, tout simplement parce que, en fait, tu te rends compte, moi je me rends compte à la fin que pour Laval, Bousquet, Pétain, en fait, les juifs, qu'ils soient français ou étrangers, c'est une quantité négligeable, quoi. C'est une minorité à l'époque. Des fois, ils tirent un peu la langue quand c'est des Français, et quand les Allemands leur mettent la pression, écoutez, prenez les juifs français aussi. Il y a eu plusieurs exemples de convois à Drancy où il n'y avait que des Français, et ils ont fini par donner leur accord aux Allemands. Et 44, le titre c'est 44, l'année 1944, le temps des Allemands. Là, c'est fini. Vichy a implosé en quelque sorte. Alors, c'est le temps des Allemands parce que là, c'est pareil, c'est un travail de collecte d'arrestations, pour moi, d'infos individuelles, que je me suis rendu compte. Je m'attendais à trouver beaucoup d'arrestations par la milice, par exemple. Il y en a peu. Et en 1944, on voit les policiers, voire les préfets, particulièrement en zone sud, ils
Ils ont compris que la guerre était perdue, donc il faudrait qu'ils rendent des comptes tôt ou tard. Et là, ils freinent des cas de fer sur toutes les exigences allemandes, en zone sud en tout cas, mais en zone occupée, comme je viens de le dire en janvier, en février 1944, là c'est l'inverse. Tous les juifs sont arrêtés, il n'y a plus de juifs en zone occupée. Ça, c'était une des grandes découvertes. Plus de juifs en zone occupée? Alors, je devrais préciser, plus de juifs recensés, parce qu'évidemment, tous ceux qui sont planqués, c'est impossible de savoir combien ils sont et comment ils s'en sont tirés. Mais l'ordre des Allemands, c'était, alors quand je dis zone occupée, c'est sans Paris. Vous arrêtez tous les juifs qui sont encore recensés chez vous. Et toutes les archives que j'ai consultées dans 10, 20 départements de zone occupée, les préfets font la même réponse. Il n'y a plus de juifs chez moi. Parce qu'ils ne veulent pas lire les documents ou parce qu'ils ont tous été arrêtés? Ils ont tous été embarqués. Ah ouais. En fait, ce qui s'est passé durant cette période, c'est que en zone occupée, il y a eu 3 grandes rafles. Juillet 42, comme le Veldiv, octobre 42. Alors les 2 premières, celles-là, c'est que des juifs apatrides et étrangers. Du coup, après cette rafle d'octobre 42, les juifs français, ils pensent être à l'abri. Ça va durer plus de 15 mois. Et là, surprise, à partir de janvier 1944, Maurice Papon en Gironde, le 10 janvier, et ben là, c'est tout d'un coup les policiers ou la Gestapo, quand la Gestapo n'a plus confiance en la police du coin, ben les derniers juifs sont embarqués. Et de fait, à cette date, il n'y a plus que des Français, quelques Turcs ou des Juifs des pays neutres qui sont encore plus ou moins protégés grâce à leur gouvernement. Mais après octobre 42, en zone occupée, il n'y a plus de Juifs étrangers recensés. Ils sont tous déportés. Donc, Juifs étrangers, Juifs français, c'est la déportation qui les attend. L'autre grande idée sur laquelle on discute sans savoir, c'est à propos des dénaturalisations. Là, le gouvernement allemand demande des dénaturalisations, le gouvernement de Vichy les promet, et finalement, là aussi, c'est un nœud, quoi. Alors c'est ça aussi qui est toujours compliqué quand on s'intéresse à cette période, surtout après avoir entendu toutes les... Je peux être grossier? Toutes les conneries de Zemmour. Oui, c'est ben, ça. Quelquefois, malgré tout, le gouvernement de Pétain, ben, il dit non. Il y a 2 fois en fait où le gouvernement a dit non. La région a une importance cruciale pour la première, c'est lorsque Laval, le 2 septembre 1942, dit aux Allemands la population est révoltée, certains prélats, Saliège et Théas évidemment, sont vent debout. On vous avait promis 100 000 déportés juifs pour 1942. La première tranche de 40 000 elle va être atteinte, vous n'en aurez pas plus. Et là, on voit que les Allemands ils ont convenu en fait aux raisons qui étaient derrière ce recul. Et les raisons, c'est la population? Oui, alors l'animosité qu'a montré la population. Alors ça, j'ai rien inventé. Pour le coup, j'ai repris tout ce qu'avait écrit Serge Klarsfeld. Mais ce qu'on comprend à cette période, c'est que une partie des Allemands, alors le chef du service des affaires juives de la Gestapo, lui, voulait continuer, vaille que vaille, à arrêter tous les juifs, à forcer la main à Laval. Mais d'autres hiérarques allemands qui avaient une vision plus générale et plus stratégique se sont dit, bon, ben Laval est en train de nous dire, la population est contre nous, l'Église est en train de nous lâcher. Si vous nous forcez la main, on va être décrédibilisé, on risque même de perdre le pouvoir. Et les Allemands n'avaient qu'une crainte, c'est de ne plus avoir cet attelage Pétain-Laval. Pour eux, c'était le rêve, pour tout un tas d'autres raisons, économiques, stratégiques, etc. Donc la deuxième reculade, j'en reviens à ta question, c'est effectivement cet épisode de la loi de dénaturalisation. Les Allemands voyant en 1943 que les Français, soi-disant, ne veulent pas rafler les Juifs français, leur demandent, bon ben vous n'avez qu'à dénaturaliser les Juifs naturalisés, qui sont potentiellement très nombreux. Donc c'est un feuilleton qui dure depuis la fin de 1942 jusqu'à août 1943, jusqu'à ce que finalement Pétain, et sans doute Laval, sans le dire, refuse de signer la loi qui allait en fait dénaturaliser d'un bloc tous les Juifs naturalisés, et les Allemands étaient prêts à arrêter tous ces Juifs du jour au lendemain. Donc le gouvernement avait compris que loi de dénaturalisation égale déportation massive de tous les Juifs naturalisés. À la hongroise, quoi. Voilà, et là ils n'ont pas voulu. Donc les Allemands ont dû se contenter d'une commission de dénaturalisation qui avait été instituée. C'est une des premières lois en fait du gouvernement de Vichy en juillet 1940,
qui ne ciblait pas que les juifs, mais prioritairement les juifs. Sur les 15 000 dénaturalisés de France de toute la guerre, il y a environ, alors on dit qu'il y a à peu près 7 000 juifs, mais on ne peut pas trop savoir le chiffre. Du coup, je me suis intéressé à ces personnes. Il y a 1000 juifs dénaturalisés qui ont été déportés. Donc là, j'avais une vraie question. Est-ce que c'est la dénaturalisation qui a provoqué leur arrestation, puis leur déportation? J'ai pu répondre partiellement, tu l'as peut-être vu, à cette question. En fait, la réponse est plutôt non. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées le plus souvent en 1944 dans des opérations où de toute façon elles auraient été arrêtées. Françaises ou étrangers, c'était la même chose. Donc des dénaturalisés qui ont été déportés parce qu'ils étaient dénaturalisés, il doit y en avoir 300 maximum sur les 1000. Et là aussi, par rapport à ces études très 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 précises, très très pointues, une distinction fondamentale: les arrestations de juifs ne mènent pas nécessairement à la déportation. Alors ça aussi, c'est toujours... Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, je veux dire, dans l'idée commune, un juif qui se fait arrêter... Alors c'est là en fait... est condamné. Exactement, c'est là où la France n'est pas la Pologne. Et effectivement, même... tu as vu que je m'étais penché sur les... je me suis penché très longtemps sur les juifs qui étaient emprisonnés à Paris, dont certains finissaient par être déportés au terme d'une procédure que j'ai appelée double peine, qui consiste pour les juifs qui ont fini leur peine de prison à être embarqués à la préfecture de police de Paris, mais ça peut être vrai dans les préfectures aussi localement. Et de là, certains d'entre eux sont déportés. Alors pourquoi les autres ne le sont pas? Alors je commence à le savoir parce que j'ai trouvé un autre registre très important récemment. Mais en fait, effectivement, y compris de Drancy, il y a des juifs qui sont libérés, y compris sous la période allemande. Alors, pas des masses, hein, c'est 2 ou 3 000. Mais oui, la France, c'est pas la Pologne. Il y a toujours des petites possibilités, soit d'exemption, soit de complaisance de la part de certains fonctionnaires. Oui, mais oui, on le voit aussi dans le journal d'Hellenberg. Dans le journal d'Hellenberg, son père se fait arrêter parce que son étoile n'aurait pas été bien ajustée. Et finalement, sous la pression de l'entreprise allemande, il va être libéré. Et il ne sera jamais déporté, d'ailleurs. Alors là aussi, c'est un cas d'école, tu as raison. C'est là qu'on comprend que les Allemands en France ont certes des objectifs raciaux comme ailleurs, mais ils ont aussi des objectifs stratégiques et économiques, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Là, tu fais sans doute allusion à un épisode assez que Serge Klarsfeld a bien documenté. La police française organise une rafle de Polonais en février 1943, des fourreurs qui pour l'instant ont été exemptés parce qu'ils étaient fourreurs pour une entreprise allemande. Eh ben, les Allemands les ont fait libérer. Ils avaient besoin de ces gens-là, ils ont été libérés. Il y avait même des entreprises juives qui travaillaient sur les peaux de lapin pour faire des gants pour les fronts russes. C'est exactement ces entreprises-là. Et ces entreprises juives qui sont devenues la cible des résistants juifs pour les empêcher de travailler pour les Allemands. Tu en as parlé. Et finalement, pour en revenir à cette question, c'est seulement le 14 avril 1944 que là, la Gestapo française dit « Bon, mais maintenant, il n'y a plus aucune dérogation, il n'y a plus d'atermoiement, tous les juifs sont arrêtables et déportables. » Tu vois, on est très tard, on a le 14 avril 1944. En Pologne, c'était dès le début. Oui, mais c'est vrai que 1944, c'est l'année du danger hyperbolique, quoi. Là, ça va. Alors, revenons plutôt au début. Parce que nous, notre région, dans le sud, on a des phénomènes étranges. Pas météorologiques, mais presque. On a des arrivées. On a des arrivées de Belges, des arrivées ce qu'on appelle de manière un peu mystérieuse de Bad Palatina. Ça fait conte de Grimm. Alors, les Belges, on va commencer par les Belges, puisque on le voyait dans les photos de Chaumel. On voit Toulouse devient une ville belge. Que s'est-il passé ? Alors là, il y aura un gros travail à faire qui est peut-être déjà fait sans que je le sache. Hein. C'est effectivement cette période de l'exode, mai 40, mai-juin 40. Tu oui. en parles beaucoup quand même. Ouais, mais il y a longtemps, je pensais retrouver une liste parce que au moins 2000 de ces Belges ont été cantonnés dans un camp très provisoire à Villemur-sur-Tarn. Et j'ai jamais retrouvé. La liste a disparu sans doute. Vite fait.
Le 10 mai 40, il se passe un événement un peu inattendu en Belgique. Le gouvernement belge arrête et expulse vers la France environ 8000 Allemands autrichiens, soi-disant ressortissants d'une puissance ennemie. De fait, à cette date, ces gens-là sont très très majoritairement des juifs. Bon, il y a quelques pro-nazis, mais la plupart c'est des juifs. Et ils sont mis dans des wagons à bestiaux. Et des anti-nazis ou des réfugiés, pas forcément, ou des réfugiés tu vois, beaucoup ont été libérés de Buchenwald après la nuit de cristal, ont atterri en Belgique, certains en France, mais la plupart en Belgique. Ces gens-là sont expulsés dans des wagons à bestiaux, internés au camp de Saint-Cyprien ou au Vernet d'Ariège, et plus tard se retrouvent à Gurs et disséminés, quand ils le peuvent, dans des groupes de travailleurs étrangers. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est bien sûr l'exode, ceux de l'exode. Mais en fait, c'est leurs épouses et leurs enfants qui partent eux aussi de Belgique le jour même, parce que c'est le jour de l'invasion allemande, et prennent des trains vaille que vaille qui partent vers la France. Et ces trains, en fait, il se trouve que c'est dans le sud-ouest qu'ils sont déchargés. C'est ça, parce que ces trains ne s'arrêtent nulle part. Hormis, brièvement. C'est ça. Et là, est-ce que tu as retrouvé les traces? Est-ce qu'il y a des ordres de Vichy pour que ces trains ne s'arrêtent pas sur Paris ou dans la zone occupée? Alors, ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on n'est pas encore sous Vichy. Oui. On est dans la fin de la République. Bon, c'est un foutoir complet, de toute façon, cette période-là. Donc, les trains sont envoyés vers le sud. Et ces familles descendent un peu partout. Alors, ils passent par Bordeaux, ils continuent à Toulouse, un peu plus loin. Et là, c'est en fait selon les villes sur le trajet du train, partout il y a un maire qui dit moi j'ai 100 places, moi j'ai 200 places, telle ou telle proportion de personnes descend et se retrouve réfugiés, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Donc c'est comme ça qu'en fait chez nous, moi je suis du Lot-et-Garonne, c'est pour ça que je dis chez nous, tout d'un coup, vraiment en majeure partie grâce à ces réfugiés de Belgique, une population juive qui en 1939 devait être de 100 personnes à tout casser, lors du recensement des juifs en juillet 41, il y a 2500 personnes en Lot-et-Garonne. En Haute-Garonne, j'ai plus le chiffre, mais c'est énorme aussi. Tarn-et-Garonne aussi. Donc ça, c'est un épiphénomène qui a de grosses conséquences sur la déportation après. Oui, parce que finalement, quand on voit par exemple le cas de Carolina Wolf, c'est impressionnant, Carolina Wolf, qui va être déportée. Enfin, je veux dire déportée depuis la Belgique, qui va être enfermée, mais qui finalement elle est condamnée très tôt. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, ce qui est tragique pour tous ces réfugiés, c'est qu'on voit apparaître en octobre 40 une rafle qui pour le coup n'était pas du tout connue, là, qui est un peu passée inaperçue. Les premiers juifs internés en France, ce sont les juifs qui ont été rassemblés, beaucoup de Haute-Garonne d'ailleurs, au camp d'Agde, qui n'a pas duré longtemps, au camp d'Argelès. Ces gens-là n'ont pas été arrêtés comme juifs, mais comme étrangers réfugiés, c'est très important, indigents. En fait, c'est la fin de la campagne de rapatriement de tous ces réfugiés du Benelux. Tous les Belges non-juifs ont pu rentrer chez eux. Les juifs, c'était interdit. Donc il reste à la fin septembre 40 plusieurs milliers de personnes que le gouvernement jusqu'à là subventionne, à qui il verse une petite allocation de réfugiés. Et fin septembre, il dit on ne verse plus d'allocation. Ceux qui ne peuvent pas vivre de leurs moyens, ils seront internés à Agde et à Argelès. Et tu les retrouves quand même très souvent, sans interruption de cette date, jusqu'à leur déportation au mois d'août. C'est ça qui est terrible, 42. Et ils passent de camp en camp. Exactement. C'est ça. Gurs, Rivesaltes, ouais, Noé, Recebedou ensuite. Voilà, c'est ça, je retrouvais les listes au Recebedou, beaucoup de Belges. Donc tu as cité Benelux, effectivement, le Luxembourg suit le même trajet. Alors un peu moins ceux du Luxembourg parce qu'ils sont moins nombreux. Certains sont expulsés aussi un peu après. Là, j'ai pu moins le documenter parce qu'en fait, là on est pour des questions comme ça, tu le sais comme moi, on n'est rien sans les archivistes. Il se trouve que les Belges ont fait quelque chose de phénoménal. Le gouvernement belge a gardé tous les dossiers d'étrangers du XXe siècle, de tous les étrangers qui ont été déclarés. Donc on trouve dans leurs archives un dossier avec le pédigré, l'itinéraire des réfugiés et leurs photos. C'est ça, j'allais dire. Il y a des photos, énormément de photos. Incroyable. Dans donc, les archives belges. En Lot-et-Garonne, on en a trouvé beaucoup grâce à ça. Quelqu'un qui fera la même chose pour la Haute-Garonne trouvera beaucoup de photos de déportés dans les archives générales du Royaume à Bruxelles, ce qui est étonnant. Alors, quand on va
au camp au cimetière de Portet, qui est celui du Recebedou, on a deux en fait. Il y en a un au Recebedou, un à Gurs. On a ces cimetières allemands. Donc là aussi, c'est une histoire assez difficile à comprendre, en tout cas mystérieuse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, quand moi, pour parler évidemment avec beaucoup de collègues, c'est vrai que ces juifs du Bad Palatinat, on va expliquer. C'est un peu les parents pauvres de l'historiographie, même si Serge Klarsfeld s'est beaucoup intéressé à eux. Autant chez eux, dans le Bad Palatinat, qui est donc une région frontalière de la Moselle et de l'Alsace, de l'autre côté de la frontière, bien sûr. Il y a eu beaucoup de travaux localement d'historiens ou de profs qui ont écrit leur histoire. Mais ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouverneur de cette région, allemand, a expulsé tous les juifs du jour au lendemain, le 22 octobre 40. 22 octobre 40, c'est le jour, quasiment le jour où Pétain serre la main d'Hitler à Montoire. Et ces juifs sont arrêtés en 10 minutes, mis dans des wagons, et ces trains arrivent à la zone, à la ligne de démarcation, traversent et arrivent à Lyon. Et le gouvernement croit voir arriver des réfugiés mosellans, parce qu'il y en a plein qui arrivent au même moment. Il laisse passer les trains. Il se rend compte trop tard que ce sont des juifs qui ont été expulsés. Alors même que Pétain pensait faire copain-copain à égalité avec Hitler. Ouais, là, ça représente un coup de poignard dans le dos qui est très important plus tard, dans la décision de Bousquet de proposer la livraison des juifs de zones non occupées. Ça, c'est quelque chose que j'ai... C'est-à-dire ? Alors, ils sont 6500, ces juifs, je vous la fais courte. Ils sont tous internés à Gurs. Beaucoup meurent à Gurs très vite parce que ce sont souvent des vieillards et que le camp de Gurs, c'est un camp abominable. Beaucoup meurent ensuite à Noé ou à Recebedou aussi, à Rivesaltes. Que dit Bousquet quand il est nommé en avril 42, donc nouveau chef de la police ? Une de ses premières rencontres avec les Allemands, c'est avec un des plus hauts personnages de l'État nazi, Reinhard Heydrich, qui est le chef de l'Office central de sécurité du Reich. Entre lui et Hitler, il doit y avoir une ou deux personnes, pas plus, au-dessus de lui. Donc il se rend compte pour tout un tas de questions de police, pas forcément sur les Juifs, mais quand même, Heydrich lui dit nous, on a... bon, vous avez vu, nous avons déjà déporté 1000 Juifs de France. Là, c'est Heydrich qui parle, parce que Pétain n'a pas eu son mot à dire sur le premier convoi. Et il lui dit, pour 42, on a 5000 Juifs à déporter. Donc tu vois, au début, il y a un tout petit programme pour les Allemands, qui va augmenter bien sûr très, très vite après. Et là, Bousquet fait cette proposition qui va stupéfier les Allemands. Pourquoi vous ne prendriez pas aussi nos Juifs étrangers de zone libre qui sont dans nos camps depuis 18 mois ? Et ça, c'est un détail qui était passé à côté de tous les historiens. Quand tu fais la soustraction mai 42, moins 18 mois, de fait, ça renvoie à l'internement de ces 6500 juifs du Bad Palatinat qui ont rempli progressivement tous les camps du sud de la France. Et pour Bousquet, qui est originaire de la région, on sait qu'il est du Tarn-et-Garonne, il connaissait cette histoire. Et ça avait été vraiment pour le gouvernement une humiliation, un coup de poignard dans le dos des Allemands, ces trains qui étaient passés, et c'était une façon de conjurer cet affront. Oui, à la fois une humiliation, conjurer l'affront, mais c'est aussi un poids économique. Parce que même si dans les camps, on meurt de faim, de cachexie, il fallait quand même s'en occuper. Alors tu as raison, et ça pourrait renvoyer à des questions contemporaines. C'est un truc que je vais essayer d'étudier, ça. Je vous ai expliqué donc la campagne de rapatriement des Juifs de Belgique, enfin pas des Juifs, des Belges chez eux. Ne reste là en septembre 42 que des nomades, des Juifs et tout un tas d'indésirables que le gouvernement donc subventionne avec une petite aide journalière. Ils coûtent trop cher, soi-disant, on les met dans des camps. Mais un camp, tu as raison, ça coûte cher aussi. Il n'est pas dit que ces réfugiés aient coûté moins cher dans les camps que si le gouvernement les avait logés chez des particuliers avec un loyer de 200 ou 300 balles. Exactement. Donc là, il y a quelque chose de... Oui, économiquement. C'est marrant que tu aies vu ça aussi. Je suis dans les archives du Recebedou et je vois au niveau économique combien ils coûtent et pourtant ils meurent de faim. Un camp, ça coûte très cher. Ouais. Effectivement, ces gens-là ont été internés pour rien, quoi. On parle... Alors, deux questions. D'abord, toujours dans le sud, quand on voit l'arrêt des rafles, mais tu l'as dit un peu, mais je voudrais confirmation, l'arrêt des rafles en zone sud de septembre 42 à février 43,
Serge Klarsfeld, quand il est venu pour inaugurer l'espace mémoriel à Noé, disait « Grâce à Saliège, les rafles se sont arrêtées ». Ouais. En partie. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On confirme. Ah oui. D'accord. Ok. Merci, ça m'est utile. Et puis, la rafle de février 43. Alors ça, c'est une nouveauté, encore une nouveauté dans ton livre. On n'insiste pas assez. Alors, bien modeste, mais... Bon, elle est chez Klarsfeld, mais... Alors, je vous explique. Enfin, il y a beaucoup de choses chez Klarsfeld, mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout lire. Cette rafle de fin février 43, elle concerne beaucoup la zone libre, mais elle est particulière parce que je me suis rendu compte que ça aurait dû être la seule rafle qui ait lieu sur tout le territoire. Quelle que soit la zone, Paris, zone libre, etc., même le Nord-Pas-de-Calais, tous les préfets ont reçu le même ordre, vous arrêtez les hommes juifs de sexe masculin de tel âge à tel âge. Jusqu'à présent, en fait, on pensait que cette rafle n'avait eu lieu qu'en zone libre parce que, de fait, ultra majoritairement, ces juifs arrivent presque tous de zone libre. Du coup, moi, pour avoir fait une étude vraiment sur 74 000 personnes, pas une après l'autre, mais très détaillée, je me suis rendu compte que non, il y avait eu quelques arrestations en zone occupée, quelques-unes à Paris, mais qu'en fait, s'il n'y avait pas eu d'arrestation à Paris, par exemple, c'est parce qu'une rafle venait d'avoir lieu quelques jours avant, et que cette rafle-là, en fait, la police ne l'a pas organisée. Elle venait d'avoir lieu, donc ils n'ont pas procédé à cette rafle des Polonais, des Allemands, etc., et du coup, il y a eu des résultats, surtout en zone sud, chez nous. Qu'est-ce qui se passe du coup dans nos départements, Haute-Garonne ou chez moi? Les hommes sont embarqués, mais les femmes ne sont pas prises. En 43 Celle de février 43, parce que les Allemands, c'était une rafle de représailles. Suite à l'exécution de 2 soldats allemands à Paris, ils avaient exigé 2000 hommes juifs. Du coup, les femmes sont restées chez elles, pas forcément cachées, avec leurs gosses, et ont vécu jusqu'à la fin de la guerre, sans être inquiété, parce qu'après ça, il n'y a plus de rafle contre je pourrais dire les juives, puisque la seule rafle qu'il y a eu contre les femmes juives, c'est celle du 26 août 42. C'est là qu'on voit la part très aléatoire de cette période. Tantôt, les arrestations vont se faire entre 18 ans et 50 ans, puis on va relever l'âge jusqu'à 65 ans, puis on va baisser l'âge... C'est déjà invivable, mais là, en plus, à aucun moment on peut se dire on peut être tranquille. Alors, c'est ce que je dis à un moment, c'est qu'on cherche... Il n'y a pas de cohérence. Non. Voilà, on est des esprits rationnels, on cherche une cohérence où on se rend compte que cette histoire, elle n'est pas du tout alors du côté français, pas préméditée, organisée... pas au jour le jour, mais oui, en fait, ils répondent à des ordres allemands, et là, ils déclenchent une rafle plus ou moins bien organisée, avec plus ou moins de résultats. Mais les Allemands eux-mêmes ont une vision plus large? Non, pas vraiment. La solution finale. Alors, au départ, les Allemands, ils ont un programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de 100 000 déportés pour 42, ça tombe à l'eau suite aux protestations de Saliège et d'autres. Après, ils vont naviguer à vue, c'est-à-dire que comment s'organisent les convois au départ de France dans la période qui suit septembre 42. En gros, dès qu'il y aura 1000 juifs déportables à Drancy, il y a un convoi qui est organisé. Après septembre 42, il n'y a plus vraiment de programme. C'est un état de fait. Un train est commandé à Eichmann chaque fois qu'il y a 1000 juifs déportables à Drancy. Point barre. Oui, et d'ailleurs... On voit même que parfois il commande trop de trains, mais il a peur de déplaire à Eichmann, donc il faut absolument les remplir. On est dans cette partie mesquine de l'humanité qui comprend des hommes, des femmes, des enfants qui vont être déportés. Ils ont peur de déplaire à Eichmann, donc il faut remplir. Il y a quelque chose d'étonnant qu'avait déjà signalé Serge Klarsfeld, mais bon, ça n'avait pas eu trop de retentissement. Il y a un petit épisode qui est assez dingue. En fait, les déportations de zones occupées, en juillet 42, une fois que Bousquet et ses homologues allemands se sont entendus, les déportations auraient dû commencer non pas à Paris le 16 juillet, mais partout en zone occupée. Et il y avait 6 trains qui étaient prévus de Bordeaux, Dijon, Poitiers, etc. Bon, finalement, à partir du moment où Bousquet accepte de donner sa police pour arrêter les Juifs, mais en échange, on ne raflera pas de Juifs français, à rafler, je dis bien. Du coup, ces 6 trains sont annulés parce que, tout d'un coup, les Allemands se retrouvent avec seulement des Juifs étrangers à arrêter et il n'y a plus de quoi remplir 6 trains. Donc les trains sont annulés et là, il y a un courrier d'Eichmann qui est hallucinant.
Il est humilié parce qu'il est obligé, lui, de décommander les trains au ministère de l'équivalent de la SNCF, de la Reichsbahn à Berlin. Humilié, il annule tous les trains sauf un qui partira de Angers, le convoi numéro 8. Et il a cette phrase, « J'en viens à me demander si on ne devrait pas tout simplement annuler la déportation des Juifs de France. » Ah bon ? Définitivement. Mais pour les tuer sur place ou... Lui, devant un tel bordel, il considère que ça ne sera pas possible, en fait. Tu vois, tellement c'est les esprits oui, il faut bornés. Oui, c'est ça. Il faut que ça rentre dans un tableau. Et là, ça ne rentrait pas dans le tableau. Ouais. Alors, les enfants, ils rentrent dans quel tableau Alors, la question des enfants, là, c'est pareil. Il faut clairement faire un distinguo entre Paris, zone occupée et zone libre. Le 16 juillet 1942, les enfants sont arrêtés à Paris avec leurs parents sans qu'ils soient déportables tout de suite. Donc là, on comprend très bien que le préfet de police, voire le gouvernement, s'est dit, on a... Pardon, définition des enfants, jusqu'à 16 ans ? Alors ça, c'est une vraie question. Bah alors, c'est une autre J'en question. parle. Non, mais tu as raison. On va dire c'est les moins de 18 ans, même si à l'époque, ça veut rien dire, moins de 18 ans. Mais tu as raison, c'est plutôt moins de 16 ans dans cette période-là. Les enfants sont arrêtés aussi par la police. Pourquoi ? Parce que le gouvernement sait très bien qu'au départ, il y a 23 000 adultes à arrêter à Paris. S'il y a au moins autant de gosses, qu'est-ce qu'on va faire de ces gosses ? Donc on sent très bien que c'est juste une manière de se décharger d'un problème. Donc là, les Français arrêtent les enfants qui sont eux-mêmes conduits à Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Les Allemands ne veulent pas les déporter tout de suite, c'est pas prévu. Ils attendent 2 ou 3 semaines. Au bout de 3 semaines, la décision tombe. Oui, vous pouvez déporter, on va déporter les enfants français, les enfants qui sont français d'ailleurs. Oui, donc ils sont déportables. Qu'est-ce qui s'est passé à la même période en juillet 1942 en zone occupée ? Là, les préfectures ont appliqué les ordres à la lettre. Vous arrêtez les juifs et les juives de 16 à 45 ans de telle et telle nationalité. Donc les gosses restent chez eux et sont pris en charge soit par le rabbin, soit par un voisin, soit par un curé. Là, ils ne sont pas arrêtés. Et en zone libre, par contre, un mois après, le 26 août, les enfants de plus de 2 ans sont arrêtés avec leurs parents. Là aussi, on a... C'est incohérent, complètement. C'est incohérent. Ouais. Mais c'est la seule fois où en zone libre, les enfants seront raflés. Alors que partout ailleurs, ensuite à Paris ou en zone occupée, à partir de la rafle du Veldiv, il n'y a plus de limite d'âge. Tout le monde est arrêté, qu'on soit vieux ou qu'on soit un gosse. Et en zone non occupée, qui va devenir occupée, on n'arrête plus les enfants ? Alors ça aussi, c'est un vrai sujet aussi. Une fois que notre zone non occupée est envahie, en novembre 1942, on peut s'attendre, parce qu'on est rationnel aussi, à ce que les mêmes règles allemandes s'appliquent en zone libre. Par exemple, le port de l'étoile. Ça, les Allemands n'ont pas réussi à l'obtenir du gouvernement. Et non, les enfants ne seront pas arrêtables. Ça reste à élucider. Mais il y a des cas qu'on connaît où les enfants devaient être arrêtés. À part le 26 août 1942, quand c'est une arrestation française, non. Sauf si tu as un contre-exemple. Mais il y en a toujours. Vas-y. Dromel-Schlager, qui aurait dû être arrêté avec ses parents à Io, dans les Pyrénées-Orientales. Ah, mais raflé avec ses parents. Oui, là, oui. Ouais. Lui, ses parents étaient raflés le 26 août ou un peu avant. J'entends effectivement la petite Annie Nakache, qui est partie aussi en 1944. Ah, mais Nakache a été arrêté par les Allemands ou par la police ? La police. Alors là, voilà, ça peut arriver quelquefois, effectivement, que quand c'est un service, en gros, inféodé aux Allemands, c'est tous les occupants qui sont embarqués, quoi, gosses ou pas gosses. Mais la police, normalement nationale, dans le cadre des rafles, n'a plus arrêté. Alors, les rafles, c'est quoi ? C'est arrêter, se mettre dans la rue, vérifier tout le monde à la sortie d'une gare. Ça aussi, c'est un vrai sujet. À l'époque, ça n'existe pas dans le vocabulaire. Ouais. Enfin, avant la guerre, pour les Allemands, une rafle, c'est une nasse. Donc effectivement, on cerne un quartier, on bouge toutes les entrées, les sorties. On peut faire la même chose dans une gare, dans une cantine, dans un restaurant. Donc une rafle, c'est ça. Mais pour les historiens, depuis Serge, en fait, Klarsfeld, c'est devenu une rafle. En fait, c'est pas ça. Une rafle, c'est une arrestation. C'est une multitude, en fait, d'arrestations domiciliaires à un instant T. À partir de listes établies. Exactement. C'est un travail, c'est la continuité d'un travail bureaucratique et non pas d'un travail de terrain à l'aveuglette. D'accord. Donc, les arrestations, oui, à partir du moment où le piège est d'abord sur le papier, c'est comme une rafle. C'est pour ça qu'on parle de rafle. Alors moi, j'ai un peu fusionné les deux, mais si c'est ce chiffre qui t'intéresse, en gros,
quelle que soit la zone, en gros, 60% des déportés ont été arrêtés dans une rafle. Donc il reste environ 40% de personnes arrêtées d'une manière plus ou moins individuelle, résistance ou autre, ou infraction à une ordonnance allemande ou à une loi française, faux papier. Mais tu vois, ce chiffre, il est plus élevé que ce que j'attendais au départ. 40% d'arrestations individuelles, c'est plutôt inattendu, je trouve, par rapport à ce qu'on croyait. Donc ça, je vais encore le travailler un peu plus parce que j'ai pas assez de données. Mais... Et dernière question avant de laisser la parole au public. On voit qu'au niveau national, le prix le plus lourd humainement, c'est Paris et les environs de Paris. Alors oui, numériquement, mais finalement, oui, numériquement. Ils sont les plus nombreux au départ, en fait, aussi. Donc tu vois, je reviens au recensement de 40. Ouais. En octobre 40, les juifs de zone occupée sont recensés. Il y a 150 000 juifs à Paris. On sait que c'est à peu près la moitié des juifs recensés dans toute la France. Et à la fin de la guerre, on a, ça c'est mes stats, on a 48% de juifs déportés de Paris. Ça colle. Mais c'est assez trompeur, j'ai pas le temps d'y revenir. Franchement, le plus inattendu, c'est ce que je disais tout à l'heure. En France, on a une moyenne de 25% de déportés parmi les juifs de France. C'est un chiffre qui est connu depuis longtemps. Quand tu t'intéresses à la seule zone occupée sans Paris, les chiffres avoisinent 50%. De déportés. De déportés parce qu'il y a eu cette rafle dont j'ai parlé tout à l'heure, en janvier, en février 1944, où la décision des Allemands, c'était on arrête tout le monde. Donc ça dépend, tu vois, tout ça, ça a dépendu d'un découpage qui remonte à 1940. Quoi. C'est, l'année 40, elle est... je ferai sans doute un bouquin sur cette année-là parce elle conditionne toute la suite, en fait, de la déportation des Juifs. Ouais. Oui, parce qu'on voit dans le tableau, ou dans l'un des tableaux, que Toulouse a plus de déportés que deux autres régions du Sud, quoi. Enfin, ça, il y a une très forte proportion. Alors aussi parce qu'il y a beaucoup de Juifs dans la région de Toulouse. Oui, il faudrait rapporter, faire la moyenne, je pense pas l'avoir fait. Je parle vraiment numériquement, en termes absolus, quoi, sans entrer dans les proportions. Et effectivement, on voit cela. Écoutez, on va laisser la parole. Oui, j'avais lu sur Internet qu'à un moment, c'était juste avant l'adoption des lois anti-juives, il y avait eu un débat au niveau d'un conseil des ministres et on avait proposé il avait été débattu à ce conseil des ministres, donc c'était peut-être deux avant-projets qui avaient été présentés, un qui concernait un statut des Juifs, mais relativement allégé, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne les coupait pas de la communauté nationale. Bon, on leur interdisait, dans les statuts prévus, une limitation des métiers qu'ils pouvaient occuper, c'est-à-dire des métiers pas à très haute responsabilité. Donc il y avait cette possibilité d'adopter ce statut-là. Puis un deuxième statut qui était beaucoup plus dur, qui les enlevait de la citoyenneté française. Et apparemment, d'après ce que j'avais lu, c'était ce deuxième statut que Pétain aurait choisi. Et d'après mes lectures, tout est bien sûr relatif. Mais bon, alors là, ça m'a intrigué quand j'ai lu ça, parce que du coup, ça rend encore plus responsable Pétain justement dans les déportations qui ont eu lieu, dans la mesure où c'est lui, personnellement, qui a opté pour cette solution. Alors qu'avant la guerre, Pétain, on ne pouvait pas dire que qu'il était antisémite. On n'a pas trouvé d'écrit ou d'intervention où il aurait montré une animosité contre les Juifs. Il baignait dans un climat, bien sûr, de l'époque qui était franchement xénophobe et anti-juif, certes. Mais comment ça se fait-il qu'à un moment, il est basculé à ce point-là? Alors c'est sûr que les ministres de son gouvernement étaient aussi xénophobes et antisémites, mais après, c'est lui quand même qui a pris la responsabilité de donner ce statut le plus dur aux Juifs. Alors, vous faites allusion au texte du statut des Juifs, qui est d'ailleurs, vous pouvez le voir en ligne sur le site du Mémorial de la Shoah, celui qui a été annoté par Pétain, aggravé par Pétain, qui a été retrouvé il y a quelques années. Vous ne pouvez pas faire de lien avec la déportation avec ce texte, parce que là, on est à l'automne 40. Effectivement, ça réglemente les professions des Juifs. En particulier, ça exclut les Juifs de la fonction publique dans les plus hauts postes.
Et pour en revenir à la question français-étranger, ça c'est quelque chose qui n'a pas été relevé à l'époque. Mais le statut des Juifs, aggravé par Pétain, de fait, il ne cible que des Français. Donc Pétain, c'est clairement qu'en l'aggravant, il ne va pas taper sur les étrangers, puisque pour être fonctionnaire à l'époque, il faut être soi-même né en France d'un père français. Pourquoi je dis que ça n'a pas de lien avec la déportation? C'est parce qu'à l'époque, il n'en est pas question. Ce n'est qu'une... Là, pour le coup, Pétain réalise le programme de l'extrême droite. Alors, vous avez en partie raison, c'est pas quelqu'un qui est clairement Action française ou dans la lignée, mais quand même, quoi, il a quand même pas mal louvoyé déjà avec... Bon, il était déjà ambassadeur de France chez Franco. Tout le monde sait à l'époque que c'est quand même l'homme de l'extrême droite. Hein. Quand il arrive, quand Laval le pousse au pouvoir, on va dire, après l'armistice, tout le monde a compris, quoi. Il n'est pas complètement antisémite, mais ni Laval ni Bousquet, enfin, on peut dire la même chose pour ces gens-là. Hein. C'est d'ailleurs c'est presque le drame, quoi. C'est que ceux qui ont organisé cette complicité n'étaient pas, enfin, c'était pas Darquier, c'était pas tous ces fanatiques, c'était des gens très respectables qui au départ voulaient seulement, entre guillemets, pardon, exclure les Juifs de l'économie, voire les expulser dans le meilleur des cas, mais les exclure de la presse, soi-disant, enfin toutes les conneries qu'on peut entendre sur les Juifs encore aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur la question du précédent intervenant. Il y a eu 2 statuts des Juifs. Le premier, c'est selon la race. Un concept qui n'existe pas, mais puisqu'on s'est aperçu qu'il était inopérant, le second statut, c'était selon la religion. C'est-à-dire que s'il y avait une non-appartenance aux 2 religions chrétiennes en France, eh bien, les Juifs étaient exclus de la société. Donc, c'est ça qui définit le Juif. Si vous aviez un certificat d'appartenance à la religion chrétienne, vous étiez sauvé. Hein. Bon, en ce qui concerne René Bousquet et l'abaissement de... Parce que René Bousquet a pris l'initiative de baisser l'âge des enfants déportables, n'est-ce pas? C'était jusqu'à 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Eichmann? Les parents de ces enfants avaient été déportés. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient rassemblés à Drancy. Je voulais vous remercier pour votre livre, hein, auparavant. Dans des conditions dramatiques. Des conditions invivables. Ce n'est pas les Allemands qui ont mis la pression sur le régime de Vichy pour déporter ces enfants. C'est le régime de Vichy qui a insisté. Et Eichmann a cédé en fin de compte. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait des archives qui documentent un avis de Eichmann sur cette question-là. En tout cas, je m'inspire d'un historien américain. Hein. Oui. Mais sur le fond, vous avez raison, effectivement, c'est une initiative française. Prenez les enfants parce qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Quant à l'abaissement du seuil de 5 à 2 ans, c'est parce qu'en fait, Bousquet a compris qu'au départ, il y avait 11 critères d'exemption. Ils avaient prévu trop large, en fait. Et il n'y aurait pas le compte, quoi. Donc, ils ont rogné sur toutes les catégories d'exemption pour arriver à livrer les fameux 10 000 Juifs qu'ils avaient promis aux Allemands, quoi. Tout ça, ça a été de l'improvisation, quoi. Oui, c'est ça. C'est de l'ajustement. C'est de la négociation, de l'ajustement. Et le produit d'ajustement, ce sont ces familles, qui sont ces hommes, ces femmes, ces enfants. C'est assez terrible. Bonsoir, merci. Je me posais juste la question de est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu une différence de traitement entre les femmes juives au moment des rafles ou on n'a pas d'infos dessus? Au moment des rafles, en fait, vous voulez dire
Pourquoi à certaines rafles, il y a eu des femmes arrêtées, pourquoi dans les autres, non? Oui, pourquoi c'était spécifiquement des hommes et pourquoi pas les femmes ou... Alors, pour toutes les rafles de Paris, à partir de celle du 16 juillet 42, c'est femmes, hommes, tout confondu. En zone occupée aussi. En zone libre, pourquoi il y a eu seulement celle du 26 août? C'est peut-être, mais là on ne peut pas trop le documenter, on n'a pas de preuves formelles, hein, mais moi j'y vois la continuité des réactions de l'opinion publique ou des évêques, parce qu'il y a des rapports très clairs, hein, des interceptions de courriers, de télégraphes, de télégrammes qui montrent bien que les gens sont révoltés d'avoir vu des femmes et des gosses embarqués. Donc vraisemblablement le gouvernement n'a pas voulu, dans la zone qu'il contrôlait soi-disant, même quand elle est envahie après novembre, le gouvernement n'a pas voulu réitérer. Ils devaient se dire qu'en zone occupée, en gros, ils n'étaient pas responsables. C'est les Allemands qui tiraient les ficelles. Donc eux ne faisaient qu'exécuter les ordres. Mais en zone libre, ils étaient censés normalement avoir encore la légitimité. Mais encore une fois, là, c'est pas une question... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu d'archives permettant expressément de répondre à votre question, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Peut-être que vous trouverez si vous vous lancez là-dedans, mais les archives commencent à avoir été bien... en tout cas, les archives qui concernent le gouvernement, elles sont pas énormes, mais on pense bien les connaître, quoi. Et celles de la Gestapo, par contre, sont tout à fait connues, dépouillées depuis Serge Klarsfeld. Donc là, on connaît très bien ce que pensaient les Allemands de Bousquet et consorts, quoi. Bonsoir. J'ai entendu que vous avez parlé tout à l'heure de Saliège comme étant un des éléments qui retardait ou qui gênait l'élan génocidaire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme celui de Saliège que vous avez rencontrés dans votre travail? À cette période-là, il y a ces quelques évêques, parce que on a tendance à glorifier l'Église en disant l'Église s'est opposée. C'est une erreur absolue. Il y a quelques évêques sur plus d'une centaine qui ont ouvert la bouche, mais le retentissement a été phénoménal. Ça, on le voit. Alors moi, j'ai beaucoup étudié, comme je vous le disais, les interceptions de téléphonique, contrôle postal, etc. Télégraphe, vous en trouverez aux archives départementales. Hein. C'est grâce à quoi le gouvernement sait très bien la réalité de l'opinion à un instant donné. C'est une source prodigieuse, quoi. Ils ont très bien vu l'écho de ce sermon, hein, qui a été lu dans toutes les églises du Sud, et conjugué aux réactions de l'opinion qui, là aussi, sont clairement, parfaitement documentées, soit par les renseignements généraux, soit par les mêmes interceptions. Le gouvernement a compris qu'ils avaient commis un crime, quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs après qui ont freiné le gouvernement? Je crois pas, hein. C'est ces deux-là, parce qu'après, finalement, je vous le disais, il n'y a plus de rafles contre les femmes et les gosses après le 26 août 42 en zone libre. Bonsoir. Pour élargir un peu la discussion, est-ce qu'il existe des statistiques à peu près fiables sur le nombre de collabos en France dans cette époque et sur le nombre de justes connus à ce jour? Alors, sur les collabos, il y a eu, il y a quelque temps, un bouquin, le fichier des 100 000 collabos, qui est une imposture totale, qui est bidon. Voilà, c'est l'archétype du bouquin d'histoire qui n'en est pas un, qui repose sur rien, sur aucune source. Moi, je ne suis pas spécialiste de la collaboration, donc je ne pense pas en savoir plus que vous, donc je ne vais pas vous répondre. Mais tout ce qui est collaboration, par contre, on peut le documenter très très bien aujourd'hui, parce que tous les procès, tous les dossiers de procédure qui ont jugé les collabos, ils sont librement communicables aux archives. Mais je ne peux pas vous dire combien de personnes... on doit avoir le chiffre de combien de collabos ont été jugés, condamnés ou pas, chambre civique ou cour de justice. Ça, c'est connu, c'est sûr. Il y a un bouquin qui a été fait il y a une vingtaine d'années, un bouquin collectif de Marc-Olivier Baruch, qui s'appelle « Une poignée de misérables », selon l'expression du général de Gaulle, qui qualifie ainsi les collabos. Vous le trouverez, le chiffre, dans ce bouquin, je pense. Mais, pardon, je suis fort sur la déportation des Juifs, mais je suis nul à côté. Et sur les justes, c'est simple, ce sont les données de Yad Vashem. Donc là, le site de Yad Vashem donne les chiffres exacts par définition, puisque les justes sont désignés par Yad Vashem. Et c'est 4000, je crois, en France, tu te souviens, toi ou... J'ai jamais le chiffre exact. C'est quelques milliers. Ouais.
Et c'est un chiffre qui ne pourra plus trop évoluer, puisque maintenant, pour avoir le titre, il faut normalement des témoins. Est-il vrai que lors de l'occupation par les Italiens de certains départements du sud-est de la France, ils s'étaient opposés à la déportation des Juifs? Alors tout ça, oui, vous le trouvez déjà dans Vichy Auschwitz de Serge Klarsfeld. Oui, il y a des épisodes éblouissants. Enfin, pas pour notre histoire, mais pour celle des Italiens, où les carabiniers vont libérer dans les commissariats des Juifs qui ont été arrêtés par la police française. Il y a certaines villes où on a des cas... Manu Militari. Scandale de Laval qui va chialer auprès des Allemands. Les méchants Italiens nous ont fait libérer les Juifs qu'on avait arrêtés lors de cette fameuse rafle de la fin février 1943. Donc oui, c'est une réalité. Ils les ont fait libérer. Ils leur ont distribué des faux papiers au moment d'évacuer. Voilà, là, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on n'a pas fait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à Alexandre. Donc, c'est un livre, vous l'avez compris, fondamental. Et c'est vrai que on a alors là, on a vraiment une autre couverture. Hein. Le Vichy Auschwitz chez Fayard de Klarsfeld, ça c'est l'original. Et celui qui le renouvelle et l'actualise complètement. Il faut attendre combien de temps? 30 ans? Voilà. Je sais pas. Ben ouais, en tout cas, c'est celui-ci maintenant qui fait référence. Merci infiniment. Merci Alexandre. Maurice, tu me diras combien je te dois. Non, ça ne rien. Merci d'être venus si nombreux. Super. Il s'agissait d'une rencontre avec l'historien Alexandre Doulu à la librairie Ombre Blanche le 17 février 2025, à l'occasion de la parution de son ouvrage « La déportation des Juifs de France » au CNRS Éditions. Alexandre Doulu a aussi publié « Ni héros ni salauds » en 2019 aux éditions Le Bordelot et aux éditions Après l'oubli, les ouvrages « Mémorial des 3943 rescapés juifs de France » en 2018 et « 1945, les rescapés juifs d'Auschwitz témoignent » en 2015. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.